Rappelle encore une fois, nous avons un président de la République qui refuse de reconnaître la souveraineté populaire et dont 73% des Français souhaitent son départ aujourd'hui. Le Parti socialiste a trahi ses engagements. Eh bien, la bataille qui va avec la question qui a été aussi posée là, c'est pour ça que nous appelons à rompre les rangs pour toutes celles et ceux qui croient toujours dans le programme de rupture du nouveau Front populaire. Mais encore une fois, je le dis puisque ça va être expliqué à longueur d'antenne, ne vous résignez pas. Voilà ce que nous disons aux gens, ne vous résignez pas. Nous pouvons gagner à la fois les échéances qui arrivent parce que nous retournerons devant le peuple et nous l'avons démontré à de nombreuses reprises. Lorsque le peuple s'y met, lorsque le peuple retourne aux urnes, alors nous sommes plus nombreux. Évidemment que les macronistes qui sont en fin de règne, et vous n'aviez qu'à voir les bancs qui étaient absolument vides pour soutenir le gouvernement Lecornu, mais aussi que l'extrême droite. Parce que ce qui s'est passé en 2024, c'est que l'extrême droite a été battue dans les urnes par une mobilisation citoyenne exceptionnelle. Parce que le pays ne veut pas de l'extrême droite et c'est ce qui a été ressenti profondément en 2024. Nous pouvons le refaire. Donc courage, les mauvais jours finiront. Merci à vous. Bravo. D'accord. C'était 271 le vote. Monsieur Tanguy est au milieu des deux croix. Voilà. Au milieu des deux croix. Les deux croix. Il y a deux croix. Il y a deux croix, voilà. Allez. Et donc, il y a une question, je commence. Hélas, pour le plus grand malheur des Françaises et des Français, ils ont assisté aux noces rouges entre tous les membres du parti unique, l'UMPS, que Marine Le Pen avait prophétisé il y a tant d'années. On savait que cela existait, on savait que les Français en payaient chèrement les conséquences, et maintenant, c'est officiel. Comme l'a dit Marine Le Pen, M. Wauquiez, toute honte bue, a choisi de se dissoudre dans le socialisme.
et les socialistes ont choisi une fois encore de trahir les travailleurs français. C'est une journée bien triste pour notre pays, car vraiment, les contribuables, les Français qui travaillent, les retraités vont devoir être tondus pour que quelques députés lâches gardent leur siège. Donc ce pacte de lâcheté est consternant, mais au moins les masques tombent, la réalité apparaît telle que nous la savions intimement. Il n'y a rien à attendre des députés du système, de tous ceux qui ont pour seule mission dans leur petite vie d'empêcher le Rassemblement national d'accéder au pouvoir et de résoudre les problèmes. Oh ben. Mais écoutez, ce qui vous intéresse est une chose, moi ça ne m'intéresse pas. Nous, on va se battre désormais pour protéger les Français, se battre pied à pied, article par article, amendement par amendement sur le projet de loi de finances, sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, pour évidemment supprimer toutes ces taxes, ces 19 milliards de taxes, pour proposer des baisses de dépenses dans la gabegie, pour qu'enfin la dépense publique baisse dans notre pays, et proposer des droits nouveaux aussi, puisque si on baisse les dépenses, on peut non seulement éviter les hausses d'impôts, mais on peut baisser les impôts, baisser la TVA, garantir une part fiscale pleine dès le deuxième enfant pour les familles et relancer la croissance. Parce que ce qui est quand même consternant dans la médiocrité intellectuelle, morale et politique que l'on vit, c'est l'absence de débat aussi sur la relance de la croissance. Et quand je lis le rapport du FMI qui a été rendu hier, le chef économiste du FMI dit deux choses. Il dit que si on suit les perspectives du gouvernement, de ce gouvernement, en tout cas gouvernement de l'année dernière, et c'est pas mieux cette année, la dette française va augmenter de 500 milliards avant 2030, la croissance ne sera pas suffisante pour régler la crise des finances publiques, et notre pays va tout simplement vers la situation de la Grèce. C'est ce qui a écrit mot pour mot dans le rapport du FMI, contrairement à ce que j'ai pu entendre sur certaines antennes qui expliquaient que tout allait bien, Madame la Marquise. Mais je leur dis qu'ils ont trahi même l'apparence de ce qu'ils pouvaient avoir de droite, d'apparence de ce qu'ils revendiquaient eux étaient des valeurs de droite. Qu'est-ce qui reste comme valeur de droite quand on valide 19 milliards d'impôts, quand on valide la spoliation des pensions de retraite pendant 4 ans, quand on va accepter plus de 500 000 migrants, qu'on cautionne l'effondrement du système éducatif et de santé. Je n'ai plus rien à dire en fait aux députés LR qui aujourd'hui ont trahi leurs électeurs. D'ailleurs, les électeurs n'auront plus rien à leur dire non plus, à part leur dire de dégager. Vous pensez que le PS va finir par appuyer son bouton de la censure? Moi, je pense que le PS a menti en pleine conscience, avec beaucoup de cynisme. Ils savent qu'ils n'auront pas la suspension de la réforme des retraites et qu'ils, se donneront sans doute un beau rôle en prétendant avoir été trahis par Monsieur Lecornu, alors qu'ils savent que ça ne tient pas debout. Donc peut-être qu'un jour, ils finiront par censurer ce gouvernement pour essayer de revenir dans l'opposition pour les municipales. Ça correspond bien à leur misérable caractère et, il faut bien le dire, à leur ligne politique minable. Pardon ? La baisse des dépenses, la baisse des impôts, c'est le programme d'Emmanuel Macron. Peut-être que vous y avez cru en 2017, mais si vous y croyez encore, j'ai quelques spécialistes à vous recommander. Mais pour vous, c'est encore une défaite. Vous appelez à une union des droites, au LR tendance Hulot-Retailleau à vous rejoindre. J'ai pas entendu. Est-ce que comme Éric Ciotti, vous appelez à une union des droites, c'est-à-dire que des députés proches de M. Retailleau à vous rejoindre? Écoutez, je ne sais pas ce que les députés proches de M. Retailleau ont fait aujourd'hui ou voté, je n'ai pas encore regardé le détail. Enfin, ils n'avaient pas l'air d'être nombreux à écouter le président des Républicains. Donc c'est quand même absolument consternant qu'un président des Républicains qui a été élu il y a quelques mois seulement, massivement par les adhérents, n'ait pas l'autorité pour faire voter ses députés. Enfin, moi, j'ai un moment, il y a quand même des limites à tout. Deuxième chose, on a constaté effectivement qu'un certain nombre de dirigeants des Républicains qui n'étaient pas députés, M. Retailleau, M. Bellamy, M. Lisnard ou d'autres, voulaient censurer. Enfin, c'est quand même incroyable. Tous les dirigeants LR qui ne sont pas à l'Assemblée voulaient censurer et tous les dirigeants LR qui sont à l'Assemblée n'ont pas censuré ce gouvernement. Donc moi, je veux bien qu'on dise tout, le contraire de tout, mais à la fin, on ne dit rien du tout. Monsieur Tanguy, c'est encore une défaite de votre camp. Vous n'en avez pas assez? Je ne vois pas du tout une défaite de mon camp, si vous voulez. Malheureusement, ce n'est pas du tout le sujet du camp du Rassemblement national aujourd'hui. C'est un sujet d'intérêt général. Si vous considérez que refuser 19 milliards d'impôts, ça n'appartient qu'au Rassemblement national, moi je veux bien, mais vous nous faites un cadeau
comment dire, qui dépasse les frontières du Rassemblement national. Et donc, dans les prochains jours, est-ce que vous serez attentif à faire contre une motion de censure, à déposer contre une motion de censure? Mais on verra, nous on déposera les motions de censure, et c'est d'ailleurs pour cela que l'ensemble de nos députés n'avaient pas signé la motion de censure. Ce n'était pas évidemment parce qu'ils ne la soutenaient pas, mais parce que nous voulons garder le plus de signatures possible pour pouvoir déposer une motion de censure dès que ce sera nécessaire, et peut-être dès qu'il y aura un changement du côté de ceux qui aujourd'hui ont choisi de sauver Emmanuel Macron pour faire du tort aux Français. Donc c'était un coup pour rien. Non, ce n'est pas un coup pour rien, c'est un coup pour la vérité. Vous savez, la vérité en démocratie, ça compte. Révéler les actes et les sombres pensées de nos adversaires, ça compte. Et aujourd'hui, je pense que vraiment, un pas décisif a été franchi entre les partis du système, nos adversaires, et les partis capables de redresser la France, le Rassemblement national et l'UDR, d'Éric Ciotti. Non, mais les insoumis, d'ailleurs, il faut aussi durement critiquer le comportement des insoumis, parce que les insoumis auraient pu aider aujourd'hui à rassembler plus de voix s'ils n'avaient pas déposé, avec leur motion de censure, un texte provocateur, un texte gauchiste ridicule et caricatural qui permet à certains députés LR de voter visiblement notre motion de censure et de ne pas voter la motion des insoumis. Tout ça est pitoyable. Je pense que les insoumis ont peur aussi de retourner aux élections. Les sondages ne sont pas brillants pour eux et qu'ils savent qu'ils perdront aussi beaucoup de plumes. Donc ils s'agitent sur la destitution parce qu'ils savent que ça n'arrivera pas et que ça leur permet de faire oublier qu'ils ont voté 2 fois pour Emmanuel Macron, président de la République, et 3 fois pour les macronistes à Matignon. Le grand vainqueur aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Non, mais je ne vois pas ce qu'il a gagné, monsieur. À part de plus de haine du peuple français, sans doute. C'est dommage, et je ne le souhaite pas. Comment ? Mais si vous voulez, la différence entre certains commentaires et questions que j'entends aujourd'hui et ce qui me paraît l'évidence pour toute personne qui vit en France dans le monde réel, c'est que ce qui se passe est terrible pour les contribuables, pour les salariés, pour les retraités, pour les entrepreneurs. Donc je ne vois pas comment ce que va être infligé aux Françaises et aux Français peut être perçu par quiconque comme une victoire. Mais si vous voulez m'expliquer en quoi le budget aujourd'hui est capable de résoudre un seul problème des Françaises et des Français et de ne pas tout aggraver, bah écoutez, renseignez-moi, éclairez-moi, parce que là vraiment, visiblement, je n'ai pas vos lumières. Oui, mais pourtant le débat va se passer à l'Assemblée nationale, donc vous pourrez déposer des amendements, vous pourrez débattre sur certains articles. Tout n'est pas figé. Écoutez, vous êtes tous membres de la presse parlementaire. Si vous choisissez collectivement, en tant que quatrième pouvoir et devoir d'information des Français, de cautionner le mensonge de M. Lecornu, qui consiste à croire qu'il est possible, sous la Ve République, que le Parlement fasse un budget à la place du gouvernement, eh bien vous mentez collectivement avec le gouvernement. C'est faux, il est impossible avec les institutions de la Ve République et a fortiori avec ce Parlement que nous fassions un budget. Ce sera un budget Frankenstein, il y aura des amendements qui passent, il y aura des amendements qui ne passent pas. Évidemment, cela ne peut pas avoir de cohérence. Donc nous, on fera le maximum pour éviter la casse, pour éviter les taxes, pour éviter les sacrifices des Français. Mais il ne faut pas mentir aux gens. Monsieur Lecornu ment en disant que le 49.3 est un cadeau. Le 49.3 a été fait pour assurer la cohérence entre l'exécutif et le pouvoir législatif. Et la réalité, ce que j'ai dénoncé il y a déjà 2 semaines, et personne ne m'a démenti, c'est que certains fonctionnaires de Bercy travaillent aux ordonnances pour faire adopter le budget tel qu'il a été déposé hier par ordonnance au 1er janvier, quand le Parlement n'aura pas voté. Je l'ai dit il y a 2 semaines, personne ne m'a démenti, et donc je considère que ne rien dire, c'est bien confirmer que moi je dis la vérité. D'ailleurs, j'avais aussi annoncé sur certaines antennes ici, dimanche, que j'avais vu le budget qui allait être déposé mardi et qu'il y avait dedans plus de 18 milliards d'impôts. Il y en a 19. J'ai dit la vérité, je regrette, j'aurais préféré avoir tort. Ah, mais il y aura un budget, ce sera le budget de M. Lecornu, qui était le budget de M. Bayrou et qui était le budget de M. Macron et de Bercy. Donc ce sera un budget avec une hausse considérable des impôts, pas de baisse de dépenses, une dette qui part complètement dans le décor, des intérêts qui deviennent absolument insoutenables et une croissance défaillante. Parce que quand on lit les prévisions économiques du budget, on nous explique qu'en rajoutant 20 milliards d'impôts et en privant les retraités d'indexation, la consommation va augmenter et que la TVA va augmenter et que donc les recettes de l'État vont augmenter, c'est juste pathétique. Pathétique, voilà. Donc il y a un moment, franchement, moi j'invite collectivement les commentateurs et ceux qui parlent de ce budget à arrêter de relayer de telles inepties. Évidemment, quand vous mettez 20 milliards d'impôts sur le dos des gens et que vous privez les retraités de 3 milliards d'euros de pension de retraite, la consommation ne va pas augmenter.
Et donc la TVA va baisser. C'est tellement évident que je sais. En fait, il y a un moment, je ne sais même plus comment, il faut bien le dire, garder mon calme. Non, je ne me sens pas du tout seul. Déjà, on se sent solidaire des députés Rassemblement National et de l'UDR autour de Marine Le Pen et d'Éric Ciotti. Et surtout, je pense que nous avons le soutien massif des Françaises et des Français, massif des entrepreneurs, massif des retraités, et y compris sans doute de plus en plus de gens qui peut-être s'interroger sur nos analyses économiques et financières et qui se rendent compte qu'en fait nous leur disions la vérité et que le Mozart de la finance est en train de célébrer le requiem de la France. L'UDR et le RN, c'est très loin d'une majorité. Comment est-ce que vous pouvez peser aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Écoutez, je crois que nous pesons beaucoup. Nous sommes le premier parti, le groupe Rassemblement National est le premier groupe. Nous faisons quand même intellectuellement ici la pluie et le beau temps. On ne parle que des sujets du Rassemblement National. Ce n'est pas les thèmes de gauche qui sont au centre des débats dans le pays, si ça vous avait échappé. Ce sont uniquement les thèmes que met le Rassemblement National. Donc évidemment, l'immigration, la sécurité, les finances publiques, la justice sociale, la relocalisation industrielle, l'agriculture. Tout ça, ce sont des thèmes que Marine Le Pen a mis au cœur de son identité politique il y a 15 ans. Ce n'étaient pas les thèmes de Mélenchon. Merci. Attendez, juste, s'il vous plaît, monsieur, votre aide 2 secondes. Vas-y, change. Tu veux faire chier? Non, Non, je vais le faire. change la batterie. Tiens, sur ça. Je ne vois pas comment le gouvernement irait mobiliser une majorité pour les faire passer. Donc maintenant, la bataille du budget, ça va consister à faire en sorte que ce qui est sur le papier se concrétise et qu'on arrive à battre ces deux budgets qui sont absolument catastrophiques pour le pays, pour les Français, pour les assurés sociaux, pour les salariés, pour tous les travailleurs en général, et de faire en sorte que ce soit le plus vite possible pour que de nouveau se pose la question de la survie de ce gouvernement et donc d'une autre motion de censure. Autrement dit, j'estime que après le résultat de ce matin, ce gouvernement est en sursis, un sursis très court, et que la bataille finalement ne fait que commencer. Voilà. Mais je vous dis une chose, c'est que bien évidemment, pour notre part, nous ferons notre travail de parlementaire comme nous l'avons toujours fait pour essayer de faire en sorte de passer des morceaux du programme du NFP dans ce budget. Mais le gouvernement amorce ce budget en ayant bien l'intention de ne pas changer tous les équilibres de ce budget, c'est-à-dire de ne pas transformer ce budget. Et je crois qu'il préférera, si jamais il voit qu'il ne peut pas, il préférera le fait de dépasser les délais pour le passer par ordonnance, qui est à mon avis un de ses objectifs qui lui permettrait de faire adopter les budgets initiaux. Voilà, donc on va essayer de ne pas lui faciliter le travail, d'où un nombre d'amendements restreint, mais dans tous les cas, je pense absolument impossible, et j'invite aucun groupe de gauche à semer des illusions sur l'idée qu'on pourrait à la fin forcer ce gouvernement à accepter un budget qui tout d'un coup deviendrait un budget de gauche ou progressiste. Voilà, c'est la raison pour laquelle, tout en faisant du travail parlementaire, je pense que notre objectif à nous tous, ça doit être de maintenant battre ces budgets, encore une fois, qui sont catastrophiques. On ne peut penser que, par exemple, si je prends le projet de loi de finances de la sécurité sociale, l'amendement qui contient un simple sursis pour la réforme des retraites et non pas une suspension, parce que le 1er janvier 2028, cette réforme reprendrait son cours, suffirait à avaler par ailleurs un budget qui prévoit le doublement des franchises médicales, qui attaque les assurés sociaux, qui attaque la santé publique, etc. Donc, sauf si le Parti socialiste décidait de voter un tel budget, je ne vois pas comment il passe. Donc aujourd'hui, je vous le répète, la bataille du budget commence et l'objectif, ça va être de battre ces budgets. En tout cas, ils sont dans un jeu de dupes. Alors si je suis gentil, je vais dire qu'ils sont dupes. Voilà. Et le seul problème, c'est que ce type de jeu de dupes, moi ce que je crains, c'est que toutes les victimes soient les Français. Voilà. Et ça, c'est inacceptable. C'est bien pour ça qu'on ne compte pas s'arrêter là. Je pense que le résultat de ce matin montre que dans les semaines à venir, on peut battre ce budget, c'est-à-dire battre ce gouvernement, et donc réimposer un retour aux urnes. Merci. Comment ? Je n'ai pas entendu.
Parce qu'aujourd'hui, il nous a manqué 18 voix, je vous dis, je le constate. L'objectif était bien de le battre aujourd'hui. Voilà, donc maintenant, la manière de le battre pour la prochaine fois, à partir du moment où il n'y a pas de 49.3, donc il faut remarquer que le 49.3, c'est aussi pour le gouvernement éviter des motions de censure. Donc ça veut dire que le prochain, la manière de le battre pour la prochaine fois, ça va être les budgets. Donc il va falloir faire en sorte de battre les budgets. Oui, mais vous êtes contre le 49, vous semblez le regretter. Mais on est sur le principe, on est pour une 6e République, donc on n'est pas pour que on puisse décider de vote sans le vote de décision sans le vote de l'Assemblée nationale. Mais là, pour le coup, en retirant le 49.3, à partir du moment où le gouvernement garde par exemple l'article 40, qui lui permet d'éviter quasiment tous les amendements qui permettraient des dépenses. Bon. Et ça, il nous a dit qu'il ne comptait pas lever les gages sur l'article 40. Excusez-moi la technique, mais en gros, il va s'en servir pour corseter le débat. À partir du moment où il a aussi la possibilité, au-delà des délais, de faire passer le budget par ordonnance, on voit bien qu'il a plein de ceintures de sécurité pour arriver à passer son budget. Donc je crois que là encore, l'utilisation du 49.3 tel que le prévoit M. Lecornu est aussi un leurre dans lequel, à mon avis, il ne faut pas tomber. Et c'est pour ça que je vous dis, en tout cas pour France Insoumise, l'objectif, ça va être de battre ses budgets. Écoutez, en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de militants du PS qui en font toujours partie parce qu'ils ont exprimé leur désaccord. Et ça, c'est une source d'espoir pour l'avenir. Et nous, on les invite à rompre et à rejoindre tous ceux qui vont continuer à se mobiliser sur le programme du NFP. Merci. Merci. Monsieur Coquerel, Monsieur Corbière. Entre les deux trois. À qui je parle? Pardon. On passe de vous. LCP. Il y a une rivalité. Oui, alors, ce monsieur n'est pas passé aujourd'hui. C'est à nous, rien. Non, c'est passé très près. Ça montre bien, même de manière déformée, l'extrême tension qui traverse le pays et cet hémicycle, ce qui est bien normal. J'ai voté la censure. Je pense que c'était un signal qu'il fallait envoyer qui me semble au diapason avec la colère qu'il y a dans le pays, en particulier contre le président de la République. Le Cornu 2, c'est la manifestation de l'autoritarisme de Macron qui s'entête. Bon, on va maintenant rentrer dans un débat budgétaire. Je considère que le débat sur les retraites est un bouger que je ne veux pas mépriser parce que pour beaucoup de gens, ça a une conséquence concrète. Mais j'ai peur, au vu, y compris de la technique choisie par le Premier ministre pour que cela avance, on n'y arrive même pas. C'est-à-dire qu'il faudrait que le PLFSS soit adopté pour qu'éventuellement ce petit bouger, comme dit Gabriel Zucman, soit obtenu. Donc on peut se retrouver au mois de décembre dans une situation quasi à l'identique et d'une censure nouvelle du gouvernement. Je lance un message, je suis un unioniste, je reste un unioniste. Il faut l'union de l'ensemble de notre camp, je parle comme militant du nouveau Front populaire, de la gauche et des écologistes. Et si ce désaccord stratégique de fond, que je ne veux pas minimiser, que j'ai eu avec les socialistes, a pour conséquence que nous sommes fracturés, ce serait une double victoire du camp de Macron. Donc désaccord aujourd'hui avec mes amis du Parti socialiste, je pense qu'il fallait voter la censure. Désormais, débat budgétaire, il va falloir se battre pour remporter des victoires. Mais quoi qu'il arrive dans les échéances qui auront lieu, en particulier les échéances sociales mais aussi électorales, je crois que nous devons maintenir un front social uni pour une autre politique et en finir avec le macronisme, ce qui arrivera bien vite. Le Parti socialiste a choisi la baisse des négociés et l'avenir de venir certaines choses. Ça fait à réintroduire la taxe sur le. Pourquoi ne pas donner une chance à ça, à la discussion, plutôt que de s'en tirer? Non mais il y a un désaccord stratégique aujourd'hui qui n'est pas sans conséquence. Les députés socialistes pensent qu'il y a une chance et qu'on va gagner des choses. Je leur réponds, regardez, pour obtenir des choses, il faut, et en particulier le débat sur les retraites, l'amendement qui fait tant parler sur les retraites de suspension, il faut que l'ensemble du PLFSS soit adopté. Ce qui, avouons-le, dans la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, je ne suis pas convaincu que ce soit un bon PLFSS adoptable. Sans compter qu'après, ça partira au Sénat, ça reviendra ici. Bref, il y a beaucoup d'embûches.
Voilà, donc je continue à plaider d'abord que le désaccord que j'ai, c'est que maintenir le Cornu, c'est dire non à ce que ce soit un gouvernement de gauche et écologiste qui aurait pu avoir la main, lui, pour conduire une véritable abrogation de la réforme des retraites. Car le débat, ne tournons pas autour du pot. Ce qu'attendent les Français, c'est une abrogation. Si une suspension de quelques mois est un pas vers cela, pourquoi pas? Mais je dis qu'on va rentrer dans un débat budgétaire complexe, durant lequel il n'est pas encore évident que cela se conclue, ne serait-ce que par cette suspension. Donc face à cette complexité, moi j'ai fait le choix de faire simple, de plus compréhensible pour des millions de gens. Je vote la censure car de toute manière, l'existence même d'un Le Cornu 2, Le Cornu 3, appelez-le comme vous voulez, est toujours en fait le masque d'Emmanuel Macron qui s'arc-boute à accaparer le pouvoir, à ne rien lâcher, alors qu'il subit défaite sur défaite et il est de plus en plus rejeté dans le pays. Mais de toute manière, désormais, je suis encore député, il y a un débat budgétaire qui va avoir lieu et je mènerai la bataille avec, je l'espère, l'ensemble des députés du nouveau Front Populaire pour que le budget soit le moins mauvais pour les gens et voire même très bon. Je réponds à une autre question. Je ne veux pas d'une victoire d'Emmanuel Macron. La victoire d'Emmanuel Macron, la double victoire d'Emmanuel Macron, serait le fait que, temporairement, de mon point de vue, son gouvernement reste encore en vie, politique j'entends, et ce serait aussi une défaite pour nous, si nous nous divisions sur cette affaire. Macron ne veut qu'une chose, c'est la fracturation du nouveau Front Populaire, la division de la gauche et des écologistes. Il rêve de ça, il veut cela. C'est la raison pour laquelle il a dit soit après les européennes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il continue à agir en pensant que nous sommes divisés. Je dis à tous mes amis, de l'ensemble du spectre politique du NFP, à mes amis de la France Insoumise, à mes amis socialistes, ne nous divisons pas. La division, c'est le cadeau à Macron. Aujourd'hui, là, je pense qu'il est heureux de cette non-censure, mais ne le rendons pas encore plus heureux en disant désormais, nous sommes irréconciliables. Moi, je reste un homme de l'Union, même si, je l'accorde, c'est plus compliqué aujourd'hui parce qu'il y a eu un désaccord stratégique sur des questions quand même importantes aujourd'hui. Bon, il faut continuer à se battre. Vous savez, l'Union reste un combat. Mais Emmanuel Macron, toutes ses victoires, il ne les remporte que grâce à une chose, les institutions autoritaires de la Ve République. Macron, c'est rien. C'est un homme bunkérisé dans des institutions antidémocratiques. Voilà. Alors, il fait des institutions, l'irresponsabilité du président de la République lui permet de rester, alors que l'ensemble du pays souhaite qu'il parte, alors que l'ensemble du pays souhaite qu'il y ait un autre Premier ministre. Lui, il a le droit de faire ça. Donc, alors pour laquelle... Pardon ? Je pense que l'ensemble, la quasi-totalité du pays, mais là je fais un pronostic rapide, comme vous m'interrogez pour CNews, j'espère que CNews ne fait pas croire à ses auditeurs qu'il n'y a pas un rejet très fort d'Emmanuel Macron dans le pays. On est d'accord. Donc, très bien. Donc, le pays souhaite qu'il y ait du changement. Enfin, au-delà de tout ça, de toute manière, voilà, il y a aujourd'hui un vote, c'est passé très près. Pour ceux qui connaissent l'histoire des motions de censure, une motion de censure qui se joue de manière aussi serrée, démontre que M. Le Cornu et Emmanuel Macron ne doivent pas triompher malgré tout. Le coup est passé très près et de toute manière, très prochainement, nous reviendrons à une situation où ces gens-là seront battus et une autre politique devra trouver place. Parce que sinon, la crise, elle, peut prendre des formes extrêmement violentes. Moi, je sens beaucoup de colère dans le pays. Beaucoup de colère. Qui se traduit aujourd'hui par une colère contre le président de la République, une insatisfaction qui est menée. L'égard à ce que si nous n'apportons pas une solution démocratique et apaisée à cette colère, alors ça peut être une tentation autoritaire aujourd'hui qui l'emporte. Donc comprenons bien les choses. Les solutions de rafistolage, soi-disant de stabilité, aggravent l'instabilité. C'est vraiment pour laquelle j'ai voté la censure. Dernière, oui. Mais je l'ai voté, la destitution. Je suis pour le départ d'Emmanuel Macron. La seule chose que je vois, c'est que la destitution, pour qu'elle passe, il faudrait que les 2/3 du Sénat la votent. Ce qui me semble être quasi impossible dans les conditions actuelles. Donc c'est un mot d'ordre d'agitation, la destitution. Très bien. Mais je veux dire, ça me semble, dans le jeu des institutions, inatteignable. Moi, je l'ai signé, il n'y a pas de sujet là-dessus. Il est peut-être plus probable, mais c'est peut-être pas la psychologie du personnage, qu'il y ait un grand geste gaulliste de la part d'Emmanuel Macron de partir. Après tout, le fondateur des institutions de la Ve République a démissionné quand il a vu qu'il n'avait plus un assentiment significatif dans le pays. Et je dois dire que même en 69, quand le général de Gaulle s'en va, il avait encore un soutien plus important qu'Emmanuel Macron. Je ne compare pas les deux personnages. Mais continuons, nous, là encore, je m'exprime uniquement comme homme de gauche
Soyons un bloc qui reste uni. On a rassemblé plus de 9 millions d'électeurs la dernière fois. C'est à partir de ce bloc qu'il faut élargir que nous avancerons. Si nous le divisons, si nous nous fracturons, si nous n'acceptons plus d'être ensemble, alors une fois de plus, c'est une victoire qui est donnée à nos adversaires et même à nos pires adversaires. Je parle là de l'extrême droite. L'union est un combat. Vous savez, j'ai entendu des milliers de fois dire l'union de la gauche c'est terminé et chaque fois elle revit. C'est une longue histoire. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, dans les années 70, le Parti Socialiste et le Parti Communiste sont unis et avaient beaucoup de désaccords. Ne votez pas la même chose à l'Assemblée nationale, avaient des désaccords sur les sujets fondamentaux, la construction de l'Europe, la situation internationale. Et pour autant, c'est cette union qui permet une victoire en 1981, qui apporte une 5e semaine de congés payés, l'augmentation des salaires et nombre de victoires sociales. Quand on est militant de gauche sérieux, pas seulement en restant à la surface des choses, on sait que c'est parfois et souvent très compliqué. Mais je répète, si on ne comprend pas le cycle politique dans lequel nous sommes, à savoir que l'union de la droite et l'extrême droite est en marche, elle est en train de se faire sous nos yeux. Sur les plateaux télé, les gens le disent. On voit bien comment aujourd'hui, ça devient une évidence qu'au moins au second tour, ils s'uniront. Ils appelleront à voter pour battre la gauche dans tous les cas de figure. Ils l'ont fait encore récemment en Tarn-et-Garonne. C'est le moment où je dis que nous, notre camp, lorsque l'union de la droite et l'extrême droite est en cours, c'est le moment de la désunion de la gauche et des écologistes. Nous ne sommes pas à la hauteur des choses. C'est une question stratégique de fond pour la période qui vient. Et chacun doit le comprendre. Les amis du Parti Socialiste, les amis de la France Insoumise, tous ceux qui par moment s'abandonnent, si je puis dire, à lâcher des phrases méprisantes pour les gens de notre camp. Alors, et ça après, j'ai bien compris qu'il y avait une accord stratégique que je ne sous-estime pas. Mais j'essaie d'avoir... de dézoomer et de voir ce qui est en train d'avoir lieu. Ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une manifestation, un dernier spasme, si je puis dire, du macronisme. Ok, ils ont quelques mois devant eux, très bien. Mais à la hauteur de ce qui est en train d'avoir lieu, c'est peu de choses. La roue de l'histoire est en train de tourner. La colère est terrible. Les petites conduites peuvent durer quelques mois, mais fondamentalement, nous allons devant des grandes échéances électorales qui devront trancher des grandes questions. Et je suis d'avis que mon camp ne se disloque pas, qu'il reste uni, parce que la victoire peut être de notre côté. Parce que fondamentalement, le peuple français veut de la justice, de l'égalité, des mesures écologiques et de la démocratie. Et ça, c'est le programme sur lequel je me bats.